Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en pleine forme, hein, et tant mieux, parce que je m'apprête à faire quelque chose de très important. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Je vais élire la meilleure phrase de tous les temps. Alors, quand je dis la meilleure phrase, je vais fixer les règles du jeu. On va juger uniquement des phrases qui ont été prononcées, hein, des phrases qui ont été dites, pas de phrases par exemple tirées d'un livre, et il n'y aura pas non plus de phrases tirées de chansons ou de films. Vraiment, hein, pas de citations issues d'une fiction ou d'une œuvre artistique. Vous allez aussi voir que certaines des phrases dont je vais parler ont été authentifiées avec certitude, d'autres non. Hein, dans ce cas-là, on parle d'une citation apocryphe, dont on doute de la véracité, de l'authenticité. Hein, on sait que certaines citations historiques ont été enjolivées, réécrites par la suite, voire même qu'elles n'ont jamais été prononcées. Mais j'ai pris le parti d'inclure dans mon classement des phrases qui sont passées à la postérité et qui ont été attribuées à des personnalités historiques, même si on n'est pas sûr à 2000% qu'elles aient réellement dit ça. Et donc j'ai sélectionné 16 phrases historiques qu'on va trier, qu'on va classer dans la tier list que vous voyez juste ici. Tout en haut, il y aura la POAT, la phrase of all time, la meilleure phrase de tous les temps, que je vais élire à la fin de la vidéo. Et je vous propose qu'on commence dès maintenant. Et on commence avec « Ceci est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité », phrase prononcée par Neil Armstrong, un des ambassadeurs de la grande et belle famille des Armstrong connus. Alors, on va contextualiser un petit peu. C'est une des phrases les plus connues de tous les temps. On sait qu'elle a été prononcée par Armstrong, il était filmé en direct à la télévision à ce moment-là. Mais la réalité, c'est que l'histoire n'a pas retenu la bonne phrase, et Armstrong, en fait, il n'avait pas réellement dit ça. Récapitulons. Donc nous sommes le 21 juillet 1969, c'est la guerre froide, les Américains et les Soviétiques sont lancés à fond dans la conquête spatiale, qui était un enjeu politique majeur. Un oiseau qu'on appelait Spoutnik. La mission Apollo 11 s'apprête à atteindre la Lune, et l'astronaute Neil Armstrong sait qu'il sera le premier homme à poser le pied sur la Lune. Et ça, c'est important pour juger la phrase, parce que ça veut dire qu'il a eu du temps pour la préparer. Il savait ce qui allait lui arriver, personne l'a pris au dépourvu. On l'a pas prévenu la veille. Le mec savait qu'il allait pas débarquer en Corrèze. Et donc la capsule se pose sur la Lune. Armstrong descend de l'échelle. Il y a 450 millions de personnes qui regardent ou qui écoutent à la télé ou à la radio en direct un peu partout dans le monde. Donc Armstrong pose le pied sur la Lune, il prononce sa phrase en anglais, et là, personne n'est sûr d'avoir vraiment compris ce qu'il vient de dire. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Il a 380 000 km de la Terre, il y a des interférences radio, le son est haché, comme lorsque ça capte mal quand on est au téléphone. Mais accessoirement, Neil Armstrong a une diction horrible, et il prononce sa phrase n'importe comment. Et les journalistes qui sont au centre de la NASA pour couvrir l'événement, ils commencent à débattre pour savoir si Armstrong il a dit « That's a small step for man », donc ceci est un petit pas pour l'homme, l'homme au sens l'être humain de façon générale, ou alors s'il a dit « That's a small step for a man », et dans ce cas-là ça voudrait dire « c'est un petit pas pour un homme », et il parlerait juste de son petit pas à lui en tant qu'individu. Un petit pas pour un homme, un grand pas pour l'humanité. Et impossible de savoir ce qu'il a vraiment dit. Donc les journalistes, ils se mettent d'accord pour publier la même version de l'histoire, pour pas être ridicule tout simplement, et ils tranchent en faveur du a small step for man, un petit pas pour l'homme. Et c'est donc sous cette version que la phrase est passée à la postérité, sauf qu'Armstrong, il avait pas dit ça. Et pendant le restant de sa vie, il a juré qu'il avait bien prononcé le A de for a man, mais que personne ne l'a entendu. Et il faut attendre 2006 et une analyse numérique de l'enregistrement qui a été réalisée par un ingénieur australien pour confirmer que oui, il a bien prononcé le A, mais qu'il était inaudible. Mais dans tous les cas, ça part en phrase pas si ouf. Quitte que dit Man on the Moon, hop, pas si ouf. Alors pas si ouf pourquoi ? Déjà parce que Armstrong, on va le dire, il s'est complètement craqué. Il avait une seule chance et il a bafouillé. Transmission pourrie ou pas, si tu prononces bien, on va te comprendre. Et c'est une scène que tout le monde peut revisionner, c'est disponible sur internet. Le mec n'a fait aucun effort. Et dans tous les cas, même s'il avait prononcé parfaitement, c'est une phrase qui est pas si folle que ça. Elle est un peu compliquée pour rien, et on peut lui reprocher de ne pas avoir trouvé mieux alors qu'il a eu des mois de préparation. Il avait le luxe de pouvoir penser à ce qu'il allait dire. Il pouvait même demander à certains de ses potes de l'aider, il a bien des potes marrants, des potes un peu inspirés. Et si c'est pour débarquer avec ça, franchement, c'est très décevant. Non sire, c'est une révolution. Alors, nous sommes dans la nuit du 14 au 15 juillet 1789. Paris vient de connaître l'une des journées les plus importantes de l'histoire de France avec la prise de la Bastille. Et au château de Versailles, va bien falloir annoncer la nouvelle au roi Louis XVI.
Et donc c'est le duc de Liancourt, hein, de son nom complet François-Alexandre Frédéric de la Rochefoucauld, dit duc de Liancourt, qui est le grand maître de la garde-robe du roi, qui va devoir s'en charger. Donc c'est un homme qui est issu de l'une des plus anciennes lignées de la haute noblesse française. D'ailleurs, il était député de la noblesse hein, lors des états généraux qui s'étaient tenus en mai et en juin 1789. Et ensuite, il a été député de l'Assemblée nationale constituante. Et c'est quelqu'un qu'on peut qualifier d'éclairé pour son époque. En tout cas, il est pragmatique, il comprend que le monde est en train de changer, et il fait partie de ceux qui peuvent envisager l'idée d'une monarchie constitutionnelle. Et donc, le 14 juillet 1789, il est à Versailles. C'est normal, c'est là qu'il travaille, c'est là qu'il bosse, c'est son bureau. Et c'est lui qui va annoncer au roi que la Bastille a été prise hein, et que son gouverneur a été massacré par la foule. Et Louis XVI aurait alors demandé « C'est une révolte ?» Et Liancourt, très lucide, lui aurait répondu « Non sire, c'est une révolution ». Et on sait que cet échange a eu lieu, hein. Alors que, autre phrase mythique de la Révolution, mais Marie-Antoinette qui dit s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche », rien ne l'atteste, hein. On ne sait pas si elle a vraiment prononcé cette phrase. Là, les phrases de la conversation entre Liancourt et le roi, elles ont peut-être pas été prononcées exactement comme ça, mais on a des traces de la réplique de Liancourt chez plusieurs auteurs et historiens contemporains ou presque. Par exemple, on voit ça chez le comte de Pontécoulant, chez Lafayette aussi, Jules Michelet. Jules Michelet parle de cet échange. Et ça va directement dans la catégorie « fallait la trouver ». Bastille, hein, le métro Bastille, de la prise de la Bastille, hop, je le dépose. Alors, pourquoi fallait la trouver ? Déjà parce que c'est une vraie répartie. C'est impossible de la prévoir à l'avance. Et surtout parce qu'on sait tous à quel point c'est compliqué de devoir annoncer une mauvaise nouvelle, et même en l'occurrence une très mauvaise nouvelle, à son patron, et encore plus quand il pige rien à rien, et qu'il faut trouver les mots justes pour qu'il comprenne à quel point la situation est grave. Et là, ton patron, c'est le roi de France. Déjà, tu le réveilles en pleine nuit pour lui annoncer un truc qui va vraiment pas lui faire plaisir. Lui, quand il te répond, il te montre qu'il est complètement à côté de la plaque, et c'est toi qui dois le raisonner. Immense flemme. Et Liancourt, il a réussi à trouver la formulation parfaite, pas trop agressive, en reprenant hein, les termes et la tournure de phrase du patron. Hein, il transforme « c'est une révolte » en « c'est une révolution », c'est très habile, et c'est un modèle de communication efficace. Et je pense qu'à notre époque, on dirait que Liancourt a des sacrés soft skills, et bravo à lui. Qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Entre ici, Jean Moulin, je vous épargne hein, l'imitation d'André Malraux avec la voix tremblante, la voix chevrotante, mais voilà, allez écouter la version originale, c'est magnifique. Et donc, il fait très froid hein, ce 19 décembre 1964 sur le parvis du Panthéon à Paris, et pourtant des milliers de personnes sont présentes. Il y a la foule des anonymes, et il y a aussi des têtes connues, à commencer par le président de la République, Charles de Gaulle, et son premier ministre, Georges Pompidou. Et c'est normal, hein, puisque ce jour-là, les cendres de Jean Moulin vont être transférées au Panthéon. Alors Jean Moulin, c'est qui ? Je fais un CV rapide. Hein. Jean Moulin, né en 1899, d'abord sous-préfet, puis préfet à Chartres. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, il rejoint très vite la résistance, et le général de Gaulle lui demande d'unifier les différents groupes de résistants. Jean Moulin il met donc en place le Conseil national de la résistance et il préside sa première séance en mai 1943. Il est arrêté par la Gestapo en juin de la même année, il est torturé par les nazis et il meurt en juillet sans avoir balancé rien ni personne. Y a pas de balance ici. Bref, Jean Moulin c'est un héros absolu de l'histoire de France et en 1964, donc 20 ans après la libération, le général de Gaulle, devenu président de la République française, décide que la place des cendres de Jean Moulin est au Panthéon. Surtout que la France de l'époque, la France du milieu des années 60, a besoin de se retrouver, a besoin de se réconcilier, surtout après la guerre d'Algérie. Et une figure comme celle de Jean Moulin est vraiment parfaite pour fédérer. Et c'est André Malraux, le ministre des Affaires culturelles, qui est chargé de prononcer l'éloge funèbre du résistant. Et donc de sa voix tremblante, il va prononcer un discours magnifique d'une vingtaine de minutes. Et c'est à la fin de ce discours mythique qu'André Malraux prononce la phrase « Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège, avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé. » Vraiment, pour montrer qu'à travers la figure de Jean Moulin, ce sont tous les héros anonymes de la résistance qui sont célébrés. Et c'est les frissons directs. Le Moulin, Jean Moulin, ça part tout de suite dans Fallait la trouver. Fallait la trouver parce que comment tu rends hommage à une telle légende ? C'est un exercice très 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 compliqué auquel s'est prêté André Malraux, et il s'en est parfaitement bien sorti en trouvant les mots parfaits. Et Dieu sait si c'est difficile de trouver les mots parfaits. Malraux, il avait les mots. Comme le mec de Sheriff Aluna. Et pourtant, elle tourne. Et là, nous sommes en 1633. Et ça va mal pour Galilée. Qui est Galilée ? Galilée, c'est un savant multitâche
qui touche un peu à tout, hein. Il fait des mathématiques, de la physique, de l'astronomie, de l'ingénierie, de la philosophie, et j'en passe. Et depuis plusieurs années, Galilée, il défend l'idée que le Soleil est au centre de l'univers et que la Terre tourne autour de lui. On appelle ça la théorie de l'héliocentrisme. Alors, je précise tout de même que Galilée ne provoque pas un séisme en défendant l'héliocentrisme. C'est une théorie qui existait déjà avant lui, et c'est Nicolas Copernic, qui est mort au XVIe siècle, qui avait ouvert ce débat. Et c'est très risqué de la défendre à l'époque, hein, puisque la seule vérité admise, c'est celle de l'Église, l'Église qui s'appuie sur les Écritures saintes pour expliquer que c'est la Terre qui est au centre de l'univers. Mais bon, je répète, hein, c'est risqué de se lancer là-dedans. Par exemple, Giordano Bruno, c'était un savant italien qui avait défendu les idées de Copernic, et il a terminé brûlé en place publique en 1600. Bref, quelques années plus tard, c'est donc Galilée qui reprend le combat et qui défend la théorie de l'héliocentrisme. Il publie un livre, hein, dans lequel il aborde ces thématiques en 1632, et résultat des courses, dès l'année suivante, dès 1633, il se retrouve devant l'Inquisition. L'Inquisition, hein, vous savez, cette institution judiciaire créée par l'Église pour traquer les hérésies et pour condamner les chrétiens égarés. Sauf que Galilée, il n'a pas envie de finir brûlé. Donc pendant son procès, il tente de minimiser les faits, d'expliquer que sa théorie n'est pas en désaccord avec l'Église. Il cherche à montrer que la foi et le savoir scientifique peuvent cohabiter. Il arrive à convaincre personne. Et à la fin, pour éviter l'exécution, il doit abjurer, c'est-à-dire reconnaître publiquement qu'il avait tort. Et comme il n'est pas aussi courageux que Giordano Bruno, il le fait. Et c'est là, alors qu'il vient de se rétracter, qu'il aurait dit tout bas, vraiment qu'il aurait marmonné dans sa barbe, et pourtant, elle tourne. En parlant de la Terre, évidemment. Bon, on n'a aucune preuve qu'il a vraiment dit ça, hein, c'est très certainement une citation apocryphe, mais dans tous les cas, Galilée Galiléo, le débardeur de Queen, ça va dans les phrases nulles, je suis désolé. C'est vraiment une phrase de petit rageux qui est tombé sur plus fort que lui, qui a dû fermer sa grande bouche, mais qui veut quand même avoir le dernier mot. Surtout que, si vous voulez la fin de l'histoire, Galilée, il a évité l'exécution, certes, mais il a quand même été condamné à une assignation à résidence, et il est mort chez lui 9 ans plus tard, en 1642. Le mec a vraiment tout raté. Je fais de toi mon essentiel. Quoi d'autre La phrase suivante est courte. L'État c'est moi, grand classique de Louis XIV. Bon, typiquement le genre de phrase qui a sans doute jamais été prononcée, hein. Mais cette phrase, elle est tellement associée à Louis XIV, et elle est tellement révélatrice de sa manière d'envisager sa fonction de roi, que c'est vraiment tout comme s'il l'avait prononcée. En tout cas, si ces mots ont été prononcés un jour, la scène aurait eu lieu le 13 avril 1655. Louis XIV n'a alors que 16 ans. Et il a été couronné l'année précédente, en 1654, après une régence qui a duré plus de 10 ans et pendant laquelle la monarchie a quand même été secouée par plusieurs révoltes. En 1655, c'est donc le début de son règne personnel et il doit affirmer son autorité. Au début de l'année, il signe une série d'édits royaux destinés à renflouer les caisses parce qu'on est en pleine guerre d'Espagne et que ça coûte cher, mais certains magistrats refusent de les appliquer. Et donc le 13 avril 1655, le Parlement de Paris, qui est une sorte de tribunal d'Ancien Régime, est en pleine séance, et Louis XIV, il débarque sans avoir prévenu personne pour faire face à ceux qui contestaient son autorité. Il y a une discussion houleuse qui démarre, et le président du Parlement de Paris aura eu la mauvaise idée de mentionner l'intérêt de l'État, l'intérêt supérieur de l'État, et c'est là que Louis XIV aurait calmé tout le monde en disant « l'État, c'est moi ». Et je répète, on n'est pas sûr qu'il ait vraiment dit ça, mais cette phrase, elle résume à elle seule l'absolutisme du roi Soleil, sa fermeté, sa volonté d'incarner le pouvoir et de surtout pas le partager. Et ça part directement dans C'est la puissance. Qui pourra le contester ? Aujourd'hui, notre invité, c'est Clovis Cornillac, le comédien. C'est Clovis Cornillac. Allez, on reste en France pour la suite. Souviens-toi du vase de Soissons. Et là, on est en 486. Clovis, roi des Francs, vient de remporter une victoire militaire à Soissons, donc près de Reims. La région est pillée et donc on peut passer au partage du butin. Et chez les Francs, la règle, elle est simple. Le butin, il est tiré au sort et réparti équitablement entre les différents soldats. Donc chacun touche une part égale et rien de plus. Mais au milieu du butin, il y a un vase liturgique, donc un vase d'église de très grande valeur, qui justement a été volé dans l'église de Reims. Et l'évêque de Reims tenait énormément à ce vase. Et donc il a demandé à Clovis si c'était possible de le récupérer. Clovis a répondu que oui. Et donc il s'est engagé à rendre le vase. Et au moment du partage du butin, il demande à ses hommes s'il peut garder le vase en plus de sa part. C'est le roi, donc tous les soldats acceptent la proposition. Tous sauf un, qui arrive et qui met un grand coup de hache dans le vase, qui explose le vase, en expliquant à Clovis qu'il n'aura que ce que le tirage au sort lui aura attribué. Et sur le moment, Clovis ne dit rien. 1 an plus tard, Clovis, toujours lui, il inspecte ses troupes. Et en passant ses hommes en revue, il arrive devant le soldat qui avait cassé le vase 1 an plus tôt. Clovis s'arrête, il commence par lui reprocher le mauvais entretien de sa tenue,
Et puis il prend les armes du soldat et il les jette à terre. Le soldat il fait quoi? Il se baisse pour les ramasser, normal. Et là, Clovis lui aurait ouvert le crâne en deux avec un grand coup de hache. Si je te fends le crâne en deux, quel œil va se fermer le premier? En disant, alors ça dépend des versions, ainsi as-tu fait avec le vase de Soissons, ou alors souviens-toi du vase de Soissons. Bon, de toute façon, c'est probablement jamais arrivé, en tout cas il n'y a aucune trace de cet épisode dans les sources de l'époque. Et surtout, dans cette anecdote, Clovis il défend un évêque et il accepte de rompre avec la tradition païenne pour aider un homme d'église. Donc tout ça aurait été inventé pour transmettre deux messages. D'abord, on ne conteste pas l'autorité du roi, et deuxièmement, Clovis est le défenseur de l'église. D'ailleurs, Clovis se fera baptiser quelques années plus tard, d'après la légende, par l'évêque de Reims, celui à qui il avait promis de rendre le vase. Mais dans tous les cas, réel ou pas, c'est une phrase archi nulle. Et donc Clovis Cornillac va avec les nulos, hop. Franchement, on est où là? C'est pas des manières. Le mec il frappe son pote dans le dos, quand il est baissé pour ramasser ses affaires. En plus Clovis c'est le roi, donc personne peut rien lui dire. Vraiment, c'est une phrase de gros bébé pas content là, qui a attendu 1 an dans son coin avant de pouvoir se venger. Pour César, qu'il aille se le faire construire à Rome, son palais. La prochaine phrase est en latin, alea jacta est. Et c'est une phrase qui est prononcée par Jules César. Jules César, le mec d'Astérix, et nous sommes en 49 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Bah ouais, toute. Aucun village d'irréductibles gaulois ne résiste encore et toujours à l'envahisseur. Parce que Jules César, mon gars Julius, il a vraiment gagné la guerre des Gaules. Il était vraiment fort à la guerre. Et c'est donc auréolé de gloire que Jules César revient vers Rome. Et il pense déjà à la suite de sa carrière politique, une carrière qu'il imagine brillante, évidemment. Le problème, c'est qu'à cette époque, Rome est contrôlée par Pompée. Pompée, c'est un autre grand général, et c'est l'ennemi juré de Jules César. Et autre petit souci, César, quand il revient de Gaule, il peut pas faire n'importe quoi, il y a des règles, et il est interdit de pénétrer en Italie avec ses légions. Le Sénat romain demande aux généraux de revenir à Rome en simples citoyens. Et donc lorsqu'il arrive au niveau du Rubicon, le Rubicon c'est un petit fleuve qui fait la frontière entre la province de la Gaule cisalpine et l'Italie, et Jules César, il est bien embêté. Théoriquement parlant, il est censé déposer les armes avant de franchir cette limite. Mais César, il a quand même très envie d'en découdre et de renverser Pompée. Et donc, sur les bords du fleuve, César, il hésite longtemps. Il y a le petit ange sur une épaule, le petit démon sur l'autre, bam, ça discute. Et il finit par prendre une décision. Il décide de faire tapis et de violer la loi sacrée de Rome. Il prend un risque fou et il le sait. Et donc, avant de franchir le Rubicon avec ses armées, il dit « Alea jacta est ». Ce qui veut dire « le sort en est jeté » ou « les dés sont jetés », selon la traduction que vous préférez. Et vraiment, c'est une façon de dire qu'après ça, il n'y a plus de retour en arrière possible. Les dés sont jetés, c'est terminé. On peut plus rien faire pour changer le cours du jeu. C'est soit il se plante et il termine dans les oubliettes de l'histoire, soit il réussit et il prend le contrôle de Rome. Et comme on le sait tous, c'est plutôt le deuxième scénario qui a eu lieu. Donc cette phrase, moi César, 10 ans et demi à 1m39, c'est dans la puissance tout de suite, illico presto. Bédave et bavardage, petit ou grand éteint, pour toi moi, tu me parles pas d'âge. Et on va changer un peu d'ambiance avec la phrase d'après. Et moi, tu me parles pas d'âge. Et c'est une phrase qui est moins anodine qu'il n'y paraît. Je vais m'expliquer. Un peu de contexte pour commencer. Nous sommes en mai 2018. Kylian Mbappé a 19 ans. Il vient de terminer sa toute première saison avec le Paris Saint-Germain. Alors, faut se souvenir, à cette époque-là, Mbappé c'est déjà beaucoup plus qu'un simple espoir du football. C'est un vrai crack, ça, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Mais c'est pas encore le Kylian Mbappé qu'on connaît aujourd'hui. En mai 2018, il a moins de 15 sélections en équipe de France. Il n'est pas encore champion du monde, ça va arriver quelques mois après cette interview. Bounce, baby, rebondis, faut le salaire de Kiki de Bondy. Il est, alors entre guillemets évidemment, mais seulement 2 fois champion de France, et il n'a pas encore terminé meilleur buteur de Ligue 1. Mais malgré tout, Kylian Mbappé c'est déjà une attraction médiatique majeure, et l'émission Intérieur Sport lui consacre un épisode dans lequel il est interviewé. Et lorsqu'on l'interroge sur sa précocité et sur son très jeune âge, lors de ses débuts en professionnel à Monaco, il démarre direct en disant « c'est quelque chose que j'ai jamais toléré, qu'on me parle d'âge ». Puis il continue à blablater un petit peu avant de sortir le mythique « moi, tu me parles pas d'âge ». Alors déjà la phrase, elle est extraordinaire. La formule, le delivery, l'attitude, tout est parfait, vraiment, il n'y a rien à acheter. Mais surtout, derrière cette phrase, il y a un changement de mentalité, en tout cas dans le monde du football, qui a été en partie du moins initié par l'explosion de Kylian Mbappé. Et attention, je précise bien, c'est pas Kylian Mbappé qui est directement responsable de ce dont je vais parler, mais c'est son explosion, comment elle a été perçue et ce que ça a engendré. Parce que en voyant un mec comme lui devenir pro à 16 ans, marqué en demi-finale de Ligue des Champions à 18 ans, puis marqué en finale de Coupe du Monde à 19 ans, et ramener la coupe à la maison par la même occasion,
Et ben il y a des milliers de recruteurs, d'éducateurs, de jeunes joueurs aussi, mais surtout de parents, qui ont cru que c'était la nouvelle norme. Et que si un gamin ne connaissait pas la même ascension, et ben ça voulait dire qu'il y avait eu un problème quelque part. Alors ça peut rester gentil, hein, c'est la fameuse blague que se lancent les parents dans les clubs amateurs en parlant de leur gamin, et qui se disent « Ah, t'as un projet Mbappé ». Sous-entendu, voilà, entraîne ton fils à fond et mise tout sur lui, et peut-être qu'il aura la même trajectoire. Donc ça, c'est bon enfant, c'est taquin. Mais au-delà de la plaisanterie, t'as un projet Mbappé, et ben certains l'ont pris très au sérieux, et ça a quand même mené à pas mal de dérives. Mais quitte à insister, hein, je martèle, c'est pas de la faute de Kylian. Lui, c'est juste un génie du football à qui on parle pas d'âge. Et donc sa phrase, si je dois la classer, je la mets dans « j'aurais aimé la sortir ». J'aurais aimé la sortir parce que peu importe le domaine dans lequel vous évoluez, et ben vous avez peut-être connu la frustration de rester bloqué parce que des gens vous faisaient pas confiance à cause de votre âge, et on a tous eu envie de sortir cette phrase un jour dans notre vie. Moi, tu me parles pas d'âge. En anglais, à présent, I have a dream. Phrase du révérend Martin Luther King Jr. pour l'appeler par son nom complet. Cette histoire se déroule dans les États-Unis des années 60. Le pays est alors divisé entre les partisans des lois ségrégationnistes qui sont encore en vigueur dans plusieurs États du sud des États-Unis et ceux qui veulent les abolir. Les Afro-Américains, ils veulent logiquement bénéficier des mêmes droits que les Américains blancs, c'est-à-dire des droits qui sont inscrits dans la Constitution des États-Unis. Et de façon plus générale, ils se battent pour la fin de toutes les formes de discrimination raciale qui étaient encore très courantes dans le pays. Et on parle de choses aussi basiques que l'accès à l'emploi, à l'éducation ou à un logement. Et donc ce mouvement, qu'on appelle communément le mouvement pour les droits civiques, il a ses meneurs, il a ses chefs. Parmi eux, Martin Luther King, qui est pasteur et qui est né en Géorgie en 1929. Et Martin Luther King, il prône la non-violence. Et c'est guidé par cette vision de la lutte qu'il organise une gigantesque manifestation à Washington le 28 août 1963. C'est la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté. Alors, la date, elle n'est pas choisie au hasard. Le 28 août, c'est l'anniversaire de la mort de Emmett Till. Emmett Till, c'était un adolescent afro-américain de 14 ans, torturé et battu à mort en 1955 par 2 adolescents blancs qui avaient été acquittés. Et autre symbole, la marche débute au Washington Monument et termine devant le Lincoln Memorial. Et en 1863, donc un siècle exactement avant la marche, et en pleine guerre de sécession, le président Lincoln avait aboli l'esclavage dans les États confédérés des États-Unis. Donc le 28 août arrive et la marche démarre. Elle réunit 250 000 personnes, et une fois arrivé devant le Lincoln Memorial, c'est le moment des discours. Donc il y a plusieurs orateurs qui se succèdent, dont Josephine Baker, et petit fun fact, elle prononce son discours avec un uniforme de l'armée de l'air française. Et il est environ 16h lorsque Martin Luther King monte à la tribune. Alors, il était prévu qu'il ne parle que 5 minutes, mais il improvise beaucoup, et il reste plus d'un quart d'heure au micro. Et vers la 12e minute de son discours, Martin Luther King, qui est définitivement sorti de ses notes, lance un premier « I have a dream », donc « j'ai un rêve ». Et il répétera la formule 8 fois, en décrivant évidemment à chaque fois ce en quoi consiste ce rêve. Par exemple, il explique, je cite, « Je rêve que mes 4 enfants vivent un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur leur couleur de peau, mais sur la nature de leur caractère. » Et pour les amoureux de la langue française, démarrer une phrase plusieurs fois d'affilée de la même manière, c'est une figure de style, et ça s'appelle une anaphore. Moi, président de la République... Et cette phrase, c'est un classique instantané. Et au-delà du I have a dream, qui est devenu mythique et sur lequel on se focalise, le discours dans son ensemble a un impact immense. Dès l'année suivante, en 1964, le président des États-Unis, Lyndon Johnson, signe le Civil Rights Act en présence de Martin Luther King. Et c'est une loi qui met fin à toutes les ségrégations et qui interdit les discriminations fondées sur la couleur de peau, le sexe ou la religion. Et toujours en 1964, Martin Luther King reçoit le prix Nobel de la paix. Et donc cette phrase, c'est la puissance de la puissance. C'est même contender pour la POAT. Et j'ouvre juste une parenthèse, mais la petite miniature que j'ai mise là, le Dream, pour avoir la référence, faut avoir écouté du R&B à la fin des années 2000. Ceux qui ont eu une adolescence réussie comprendront. Qu'est-ce que t'imagines le flot de guillotine, c'est pour ça que t'as plus trop la tête sur les épaules. Alors à qui le tour à présent ? À mon pote Danton, Georges-Jacques Danton. Et là, on est dans une catégorie très particulière de phrases, c'est les phrases prononcées juste avant de mourir. Et on a tous ce fantasme de partir sur une dernière citation complètement folle. La fameuse dernière phrase avant de mourir. Et Danton, il a réussi. Alors Danton en 2-3 mots. Avocat de formation,
orateur exceptionnel. Il devient l'une des figures principales de la Révolution française, puis ministre de la Justice en 1792. Il est élu député à la Convention nationale la même année. Il fait également partie du comité de salut public. Et c'est un vrai révolutionnaire avec des idées tranchées. Mais en 1793, il commence à prendre ses distances avec les personnalités les plus radicales de l'époque. Il dénonce les excès de la terreur, il appelle à un peu plus de modération. Et donc il finit par passer pour un ennemi de la Révolution aux yeux de certains. Il est arrêté le 29 mars 1794 avec plusieurs de ses compagnons. Il est condamné à mort dans la foulée et conduit à la guillotine le 5 avril. Et donc sur l'échafaud, juste avant de se faire guillotiner, il dit au bourreau « Tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine ». Et c'est la définition de la phrase « j'aurais aimé la sortir ». J'ai créé cette catégorie pour ce genre de phrase. Alors oui, ça implique de mourir derrière, mais pour l'amour du spectacle, je suis prêt à aller jusque-là. Tout est parfait. La formule, l'impertinence, l'arrogance, la fierté. Là vraiment, on est dans le très 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 haut niveau. Vole comme un papillon, pique comme une abeille by Mohamed Ali. Mais en réalité, pas vraiment une punchline de Mohamed Ali, puisque c'est un de ses entraîneurs, Drew Bundany Brown, qui a trouvé la phrase. Et Ali a beaucoup utilisé cette formule pendant sa carrière. On a plusieurs traces de lui qui dit ça à plusieurs moments différents. Mais la première fois, il semblerait que ce soit en 1964. Mohamed Ali, il a alors 22 ans, il est jeune, il est beau, il est fort. On l'appelle encore Cassius Clay, son nom de naissance. Il a été sacré champion olympique 4 ans plus tôt au JO de Rome. Il est passé pro depuis et il s'apprête à affronter Sonny Liston, qui est le champion du monde des poids lourds. Donc si on résume, le 25 février 1964, si Ali gagne le combat, c'est lui qui récupérera la ceinture de champion du monde des poids lourds. Alors, Mohamed Ali, c'est l'outsider, il part pas favori. Mais il déborde de confiance en lui et il sait que son style de boxe peut perturber le champion. Et lorsqu'un journaliste l'interroge sur sa stratégie pour le combat, Ali et ses entraîneurs y répondent en chœur qu'il va voler comme un papillon et piquer comme une abeille. Et effectivement, Mohamed Ali l'emporte et devient champion du monde des poids lourds. Encore aujourd'hui, c'est un des plus grands sportifs de tous les temps, toutes disciplines confondues. Et sa devise, vole comme un papillon, pique comme une abeille, est connue de tous. Elle a déjà été reprise, réutilisée, parodiée, transformée. C'est un classique. Bon allez, je mets fin à ce faux suspense, c'est la puissance. La vraie de vraie. Mohamed Ali, c'est pas seulement la puissance physique, là on est vraiment dans la puissance du texte, la puissance de la phrase. Tu peux pas tester, tu sais que c'est ici c'est Paris vaut bien une messe. Alors la nouvelle phrase a l'authenticité douteuse, mais bon, on a dit qu'on assumait de vivre dans le déni, finalement on n'y est pas trop mal. Donc allez, mettons, partons du principe qu'Henri IV a vraiment dit ça. Mais où, quand, comment et pourquoi? Donc Henri IV, c'est une carrière mouvementée, c'est un mec qui a pas toujours joué à son poste. Déjà à la base, c'était pas du tout prévu qu'il devienne roi de France. Il avait même son propre royaume, puisqu'il était roi de Navarre. On le connaît d'abord comme Henri de Navarre. Mais en août 1589, le roi de France Henri III est assassiné et meurt sans héritier direct. Donc on doit partir farfouiller un peu dans des branches lointaines de l'arbre généalogique de la famille royale, et on finit par tomber sur Henri de Navarre, qui est un cousin éloigné du roi, et qui devient donc théoriquement le roi de France Henri IV. Petit souci, Henri est protestant, et la France vit au rythme des guerres de religion depuis les années 1560. Les catholiques et les protestants se détestent, ils s'entretuent depuis plus d'un demi-siècle, et la monarchie française est traditionnellement catholique. Et surtout, la ville de Paris est contrôlée par la Ligue catholique. Et cette ligue, c'est un groupe de catholiques radicalisés pour qui il est inimaginable d'avoir un roi protestant. Et s'il veut que tout le monde l'accepte comme roi, Henri IV, il va devoir batailler. Donc il joue le jeu, il mène ses petites conquêtes, il combat, il remporte plusieurs des territoires qui étaient contrôlés par la Ligue, mais il ne peut toujours pas accéder à la ville de Paris, qui est toujours verrouillée par les catholiques. Et un roi de France qui peut pas aller à Paris, c'est complicado, ça la fout mal. Le 25 juillet 1593, il finit donc par prendre une décision. Il renonce au protestantisme, et il se convertit au catholicisme. Et pour justifier son choix, il aurait dit « Paris vaut bien une messe ». Sous-entendu, il accepte de devenir catholique, si ça lui permet de conquérir la capitale. Et effectivement, Henri IV est sacré roi de France en février 1594, et il entre dans la ville de Paris le 22 mars. Donc, bulletin de notes pour Henri IV, pour le lycée Henri IV, pour ceux qui reconnaissent la photo sur la miniature. Phrase très apocryphe, ça c'est pas très grave. Phrase très fantasmée, pas dramatique non plus, mais phrase pas si ouf. Vraiment, ce genre de célébration du cynisme et de l'opportunisme, par ici, on valide pas du tout. Phrase suivante, une phrase très courte à prononcer avec le point levé, no pasarán, qui signifie ils ne passeront pas en espagnol. Alors, qui a dit ça et quand?
En réalité, ce genre d'expression est assez courante. Il y a plein de gens qui ont déjà dit quelque chose d'un peu semblable à différents moments de l'histoire. Mais le no pasaran est tout de même associé à une personne en particulier. Et il s'agit de la femme politique espagnole Dolores Ibarruri, qui était surnommée la Pasionara. Dolores Ibarruri, née en 1895, elle devient rapidement une figure majeure du Parti communiste espagnol. Elle est élue députée en 1936, et donc elle est aux premières loges lorsque le 18 juillet de la même année, les nationalistes du général Franco tentent de renverser la République et le gouvernement socialiste. Et dès le lendemain du coup d'État, et alors que le pays s'apprête à basculer dans la guerre civile, Dolores Ibarruri est à la radio pour appeler à la résistance. Et dans un discours enfiévré, elle demande à toutes les forces républicaines de combattre les franquistes, et elle répète à de nombreuses reprises « Los fascistas no pasarán, no pasarán ». En français, les fascistes ne passeront pas, ils ne passeront pas. Et cette formule, vraiment, ce cri du cœur contre le totalitarisme, est ensuite devenu un slogan universel des luttes antifascistes, et a même été utilisé dans d'autres contextes. Le no pasarán, vraiment, est entré dans la culture populaire, même si Franco a fini par imposer sa dictature, et qu'il est resté au pouvoir près de 40 ans. Mais vraiment, le no pasaran, point levé, c'est la puissance comme jamais. Hop là. Le sang, la sueur et les larmes. Le sang, la sueur et les larmes. Tu m'as fait le sang, la sueur et les... Allez, Churchill. Du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Dans cet ordre. Blood, Toil, Sweat and Tears, en version originale. Et là, on est en mai 1940. Et c'est la panique un peu partout en Europe, depuis que la Deuxième Guerre mondiale a commencé, et que les Allemands attaquent de partout. Le 10 mai, les troupes allemandes attaquent la France. La France qui va se faire rouler dessus en quelques semaines. Et en Angleterre, toujours le 10 mai, Winston Churchill est nommé Premier ministre. Churchill, à l'époque, c'est déjà un vétéran de la politique. Il a 65 ans, il a déjà été plusieurs fois ministre à des postes importants, et il est prêt à tenir tête aux nazis. Il forme donc un gouvernement d'union nationale, et le 13 mai, il prononce un discours devant la Chambre des communes pour demander aux députés britanniques de soutenir son action. Et au milieu de son discours, il annonce « Je n'ai rien à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur ». C'est une tournure de phrase incroyable. Le choix de ces 4 mots, c'est complètement fou. Et je classe ça dans « j'aurais aimé la sortir ». Voilà, le sang, le mercurochrome est à sa place. Parce que c'est vraiment le genre de phrase, quand tu la sors, tu sais que tu es en train de marquer l'histoire. Tu sais qu'elle va rester dans les livres. C'est un peu la classe. Surtout qu'un mois plus tard, la France perd contre les Allemands, la France signe un armistice et laisse les Anglais seuls en guerre. Et au prix de sacrifices très lourds, vraiment au prix de sang, de labeur, de larmes et de sueur, l'Angleterre tiendra bon et résistera à l'invasion allemande. Et ça, c'est vraiment mes British. Les mecs sont capables de lutter contre Hitler, ils sont pas foutus de gagner un euro de football. On parle quand même d'un peuple absurde. Elle pense à John. Ich bin ein Berliner, par le président John Kennedy, le 26 juin 1963. Alors, c'est compliqué de vivre à Berlin dans les années 60. Un peu de contexte. Nous sommes en pleine guerre froide et le monde est divisé en deux. Grosso modo, le bloc capitaliste, le monde occidental, est dominé par les États-Unis d'Amérique. De l'autre côté, le bloc communiste, le bloc de l'Est, est dominé par l'URSS. Et après la défaite des nazis en 1945, l'Allemagne a été scindée en 2 zones d'occupation. Une zone ouest gérée par les puissances occidentales, et l'autre à l'est contrôlée par les soviétiques. Et dès 1949, cette situation aboutit à la création de 2 États différents, la République fédérale d'Allemagne, donc l'Allemagne de l'Ouest, et la République démocratique allemande, l'Allemagne de l'Est. La capitale, Berlin, elle est elle aussi coupée en 2. Et pour bien marquer cette séparation, un mur est construit au milieu de la ville en 1961. Donc si vous suivez, il y a désormais 2 Berlins, Berlin-Ouest et Berlin-Est. Sauf que la ville de Berlin, sur la carte de l'Allemagne, c'est au beau milieu de l'Allemagne de l'Est. Donc les Berlinois de l'Ouest vivent dans une enclave au beau milieu d'un pays communiste. Et théoriquement parlant, Berlin-Ouest peut être attaqué à tout moment. Et donc on en est là en 1961 avec la construction du mur de Berlin. 1961, c'est également l'année où John Kennedy devient président des États-Unis. Et en tant que leader du monde occidental, il doit montrer qu'il soutient ses alliés. Alors en juin 1963, Kennedy il se rend à Berlin-Ouest pour prononcer un grand discours, et pour montrer aux habitants de la ville qu'ils peuvent compter sur lui et qu'il les protégera en cas de besoin. Et Kennedy, quand il fait ça, c'est le premier président des États-Unis à se déplacer en Allemagne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 26 juin 1963. Kennedy, il est donc au balcon de l'hôtel de ville de Berlin-Ouest. On dit que face à lui, il y a 400 000 personnes. C'est colossal. Et juste avant de prononcer son discours, Kennedy, il demande à son interprète de lui écrire quelques phrases en allemand sur un bout de papier. Le discours démarre, Kennedy parle, et à 2 reprises, il dit « Ich bin ein Berliner ». Ce qui est censé vouloir dire « je suis un Berlinois » et montrer la solidarité du président Kennedy.
Mais il y a eu une controverse autour de cette phrase, et quelques années plus tard, on a accusé Kennedy d'avoir fait une erreur grammaticale. En fait, s'il avait voulu dire « je suis un Berlinois », il aurait fallu dire « Ich bin Berliner » et pas « Ich bin ein Berliner ». Et toujours d'après cette façon de voir les choses, « Ich bin ein Berliner » avec l'article ein, ça veut dire « je suis un Berliner ». Et un Berliner, c'est un beignet fourré à la confiture, très courant en Allemagne. En français, pour ceux qui ont le malheur d'être familiers avec la gastronomie allemande, on appelle ça une boule de Berlin. Donc la question, c'est de savoir si Kennedy a vraiment dit qu'il était un beignet à la confiture. Et la réponse est non. Il n'y a aucune erreur grammaticale. En fait, on dit Ich bin Berliner si on est originaire de Berlin, si on y est né ou si on y a vécu. Ce qui n'était pas le cas de Kennedy. Dire Ich bin ein Berliner, ça apporte un sens figuré. Ça indique plutôt qu'il est berlinois par le cœur, qu'il s'identifie aux habitants de la ville. C'est un peu une façon de dire on est ensemble. Et en plus, l'appellation Berliner pour désigner le gâteau n'est pas utilisée partout en Allemagne. Par exemple, les Berlinois eux-mêmes, ils ont un autre mot pour parler de ce gâteau. C'est un peu leur pain au chocolat, chocolatine à eux. Donc dans la foule des Berlinois, ce jour-là, personne n'a pensé qu'il s'était planté. Et d'ailleurs, tout le monde a applaudi. Enfin bref, c'est une histoire un peu marrante, et encore, il n'y a pas non plus de quoi se taper la tête contre un mur, et surtout cette petite polémique, ça nous détourne de la phrase en elle-même, qui est franchement nulle. Il n'y a aucune recherche, aucun effort, c'est que de la démagogie. Ça a été écrit sur un bout de papier par un type qui sortait de table, qui avait aucune envie, qui avait aucune inspiration, et à qui on a dit vas-y écris-moi 3 vannes en allemand. Et franchement, vu le pataquès qu'on fait autour de cette phrase, qui est censée être historique, alors qu'elle est d'une banalité sans nom, ça justifie que je l'élise, phrase la plus surcotée de tous les temps. Et n'essayez même pas de m'en dissuader, je suis très heureux de faire ce choix-là. Employé deviendra PDG, classe business à CDG. Et la dernière, on va terminer avec le général de Gaulle et son « Je vous ai compris ». Et donc nous sommes au printemps 1958. La guerre en Algérie fait rage depuis 1954. À cette époque, l'Algérie appartient encore à la France et les combats opposent les partisans de l'Algérie française et ceux qui veulent l'indépendance. En mai 1958, la situation devient intenable. Tout le monde craint une guerre civile en Algérie ou que le conflit s'exporte en France. Et le président de la République, René Coty, il décide alors de confier la tête du gouvernement au général de Gaulle. Le général de Gaulle qui n'avait plus eu de responsabilité depuis 1946, mais qui apparaît alors comme le sauveur de la nation. De Gaulle, il devient donc président du Conseil le 1er juin 1958, il se fait confier les pleins pouvoirs pour 6 mois, et il file à Alger dans la foulée pour calmer la situation. Sur place, tout le monde l'attend. Les défenseurs de l'Algérie française, principalement des militaires et des pieds noirs, mais aussi les Algériens musulmans qui veulent l'indépendance. Le 4 juin 1958, le général de Gaulle, il s'avance au balcon du gouvernement général d'Alger. Face à lui, il y a plus de 100 000 personnes, c'est un triomphe. Il arrive, il lève les bras, ça applaudit de partout. Et là, sans dire bonjour, rien, il sort direct, je vous ai compris. Et absolument tout le monde applaudit. Le problème, c'est que de Gaulle, il ne dit pas lequel des deux camps il a compris. Mais tout le monde pense être concerné. Est-ce que ça veut dire je vous ai compris, je suis pour l'Algérie française, ou alors je vous ai compris, je suis favorable à l'indépendance? Impossible à dire. Sur le moment, personne n'en sait rien. C'est une phrase pleine d'ambiguïté qui permet à chacun de projeter ses attentes. Et là vous allez me dire, oui mais d'accord, mais il va développer sa vision dans la suite du discours, et il suffit d'attendre un peu pour que de Gaulle dise ce qu'il a en tête. Eh ben non. Et vraiment, je vous invite à relire le discours dans son ensemble. En plus, c'est un discours assez bref, et ça ne veut rien dire. C'est creux de chez creux. Impossible de comprendre où il veut en venir. Alors oui, je sais que le flou qui entoure le « je vous ai compris », c'est fait exprès, c'est voulu par de Gaulle. Il fait de la diplomatie, c'est habile, c'est de la politique. Oui, merci. Mais même en partant de ce principe-là, de Gaulle, il a déjà fait tellement mieux. Niveau phrase marquante, c'était un immense joueur. De Gaulle, il a déjà mis des frappes de 35 mètres. Là, à son échelle, c'est pas si ouf. Donc, mon aéroport Roissy-Charles de Gaulle, hop, pas si ouf. Surtout que derrière, de Gaulle, il pouvait que décevoir un des deux camps. Et finalement, de Gaulle, il accompagnera le processus qui mènera à l'indépendance de l'Algérie en 1962, ce qui donnera l'impression aux partisans de l'Algérie française qu'ils ont été trahis. Et donc, on fait quoi maintenant? On passe à l'élection de la meilleure phrase de tous les temps. Ramenez la coupe à la maison. Alors, quels sont les critères? Il y a un premier critère qui, moi, me semble évident, c'est la notoriété. Il faut que tout le monde, ou presque, connaisse cette phrase, tellement elle a marqué l'histoire. Ensuite, il faut qu'elle soit belle. Le choix des mots, c'est important. On n'est pas des bêtes, on a droit au bonheur. Il faut qu'il y ait un peu de poésie dans cette phrase. Ensuite, et c'est peut-être paradoxal de dire ça, mais il faut que cette phrase ne soit pas qu'une phrase. Dans le sens où il faut que les mots aient eu un impact. Et je sais qu'on change pas le monde avec une phrase, mais une phrase peut accompagner et incarner un changement. Et c'est donc pour toutes ces raisons que je vais mettre The Dream, I Have a Dream, en POAT, en phrase of all time. Je trouve que c'est la phrase qui réunit tous les critères.
Elle a toutes les jauges presque au maximum. Elle est belle, elle est marquante, elle est impactante, elle est connue. Elle est assez bien trouvée même pour pouvoir être réutilisée en d'autres circonstances. Donc voilà, selon moi, Martin Luther King a prononcé la plus grande phrase de tous les temps. Et voilà comment on couvre, comment on résume quelques siècles d'histoire. C'était pas si compliqué que ça. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. En tout cas, je suis très curieux de savoir quelle est la plus grande phrase de tous les temps selon vous. Peut-être que vous avez la même opinion que moi, peut-être que non. Et il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est d'échanger autour de tout ça, donc n'hésitez pas. Et de mon côté, je vais préparer la suite et je vous dis à bientôt. Turn his TV off, turn his TV off.